je ne peux pas passer à côté de ce dossier qui, vous le savez, est extrêmement important, mais extrêmement important aussi. Vous savez que mon ancienne profession, c'était journaliste et d'avoir assisté à un renoncement après l'autre. On va parler justement de cette victoire, hein, soyons clairs. La manière dont les médias se comportent aujourd'hui avec Donald Trump, c'est une victoire de Donald Trump. C'est une victoire de Donald Trump. Oui, tant mieux, il reste des médias indépendants qui ont un rôle de plus en plus important. On en fait partie, on n'a pas un rôle important aux États-Unis, mais on en fait partie de vous proposer un autre traitement de l'information, un traitement qui est sourcé, un traitement qui est documenté. Merci d'ailleurs de nous permettre tout ça grâce à vos soutiens, ça sert à ça. Mais la réalité, c'est une victoire de Donald Trump. C'est une victoire de Donald Trump et j'ai 2 ou 3 exemples pour vous démontrer comment les médias nous ont trahis. Mais je voudrais qu'on débute par cet événement qui a eu lieu vendredi ou samedi dernier. Vendredi dernier, je pense. Ouais. Il y a bientôt une semaine. Ça fait une semaine que je vais vous en parler, mais je cherchais un cadre qui était beaucoup plus large que simplement revenir sur cette séquence de gala et vous expliquer une fois de plus que Donald Trump s'était plus ou moins endormi à un moment. En tout cas, il avait marqué un ennui certain. En fait, il a tendance on dit snooze aux États-Unis lorsque on ne parle pas de lui. Lorsque tout ça ne le touche pas, voilà, il a tendance. Par exemple, c'était le moment où la présidente de l'association de la White House Correspondent Association, donc des correspondants de la Maison-Blanche, était en train de rendre hommage à ses parents, de raconter comment elle avait réussi à faire des études alors que ses parents étaient des immigrés chinois, etc. C'est à ce moment-là que Donald Trump, il n'a pas bâillé, mais pas loin. Donc, quand même. Non, vraiment, Le faire. il faut le faire. On aurait pu parler de ça, on aurait pu parler aussi et vous montrer des tas de vidéos de ce discours de Donald Trump qui a insulté la Terre entière, et pas loin, heureusement qu'il n'y a qu'une seule planète, sinon on y serait encore, mais au-delà de la Terre entière, qui a aussi, et c'est un point important, qui a bombe ce moment-là. On parle souvent de bombarder l'Iran. Là, il a bombe cette soirée, bombe aux États-Unis. C'est quand vous vous plantez. Parce que, évidemment, d'un premier abord, on peut se dire que Donald Trump s'est complètement planté parce que ses blagues n'ont pas fonctionné. Mais je ne suis pas certain que tout ça était une histoire de blague. Pour moi, cette soirée était une histoire de pouvoir et surtout était une histoire de défaite, une histoire de drapeau blanc. Et la défaite et le drapeau blanc, oui, Donald Trump nous a fait rire. Donald Trump n'a pas supporté l'idée que les gens ne rient pas. Mais c'est une défaite pour la presse, une défaite pour la liberté de la presse. Ironiquement, c'était une soirée placée sous l'image du premier amendement et de la liberté de la presse. Mais quelle erreur de casting! Quelle erreur de casting! Comment inviter? Comment s'asseoir? Comment passer une soirée à côté de l'ennemi numéro 1 des médias, à côté de quelqu'un qui dit déclaration après déclaration que la presse est l'ennemi du peuple, qui la même semaine, s'est attaqué à des journalistes du New York Times qui ont eu le tort de faire leur travail, de dévoiler la vérité sur le Air Force Qatari, qui non seulement s'est attaqué à eux, mais a utilisé son département de la justice pour les convoquer devant un grand jury, les journalistes, leurs épouses, et dans le cas d'un de ces journalistes qui habitait toujours au domicile familial, sa mère convoquée devant la justice. Le New York Times s'est battu, ça ne se passera pas parce qu'encore une fois, c'était basé sur rien. L'idée était évidemment de faire pression sur la presse, mais comment du coup se retrouver avec lui quelques jours après devant une salle, parce que c'est aussi une des réalités, qui était remplie
pour au moins à moitié. Alors, vous connaissez les circonstances. On n'était plus à l'hôtel Hilton où avait eu lieu la première cérémonie. Et la première cérémonie s'était terminée par ces tentatives d'assassinat, allegedly, donc ces tentatives d'assassinat. Là, on se retrouve au Waldorf, une salle beaucoup plus petite, et la moitié de cette salle était remplie par tout ce qui est administration MAGA et ce qu'on appelle des staffers, donc des membres de l'équipe de l'administration Trump, des membres d'équipes qui travaillent pour des élus républicains. Et donc, on a accepté ça en tant que représentante de l'association des journalistes, de se dire, voilà, on va aller faire un débat pour célébrer, on va aller faire une soirée de gala pour célébrer les journalistes, célébrer la liberté d'expression en ayant Donald Trump assis à côté de nous dans une salle où, regardez, en parlant d'ennemis de la presse, vous aviez Dan Scavino qui est celui qui fournit à Donald Trump la plupart de ses posts faits en intelligence artificielle sur Truth Social, qui est l'auteur de énormément de tweets de Donald Trump, dont certains contre la presse. Et puis, vous avez Stephen Miller et sa femme qui sont là pour justement attaquer les médias en permanence. Si vous allez écouter un podcast de Cathy Miller, sauf si vous avez un ennemi, je ne vous le conseille pas, vous allez voir qu'il n'y a pas une émission où elle s'attaque aux médias. Il n'y a pas une émission. Il y avait aussi quelqu'un qui a changé pour la première fois l'accès des médias aussi au sein du Pentagone, Pete Hegseth, qui a mis devant cette nouvelle règle où même Fox News ne voulait pas se plier, tellement qu'il a limité l'accès et la liberté de la presse. Exactement. Tiens, en parlant de Gala MAGA, juste parce que ça vaut toujours la peine de se moquer de ces gens-là, il y a cette extraordinaire photo du gala. Là, on vient de vous montrer Trump Gala MAGA 2, s'il te plaît. Vas-y, hop, au-dessus. Là, voilà, ce magnifique montage. Des fois, l'intelligence artificielle sert à ça. Non, voilà, petite parenthèse dans un sujet. C'est pour le site d'hier. Dans un sujet extrêmement grave. Et donc, ce moment, pour moi, c'est un échec qui illustre combien, partiellement, les médias américains ont perdu la bataille contre Donald Trump, ont choisi la soumission, voire une forme de complicité et de promiscuité. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème par rapport à l'électeur. Je vais vous montrer 2 séquences vidéo. Pour vous qui, oui, je sais, ce sont des séquences volées sur le moment, mais qui démontrent toute l'ambiguïté de ce genre d'événement. Le premier, c'est la journaliste de ABC, je pense, Kristen Welker, qui est donc journaliste d'ABC. On vous a montré, c'est elle qui fait des émissions le dimanche matin. Son seul travail, c'est pas une journaliste de terrain, c'est une journaliste politique qui reçoit... De quoi ? Elle est en plateau. Qui reçoit en plateau tous les dimanches les élus démocrates et républicains et dont on espère que les questions vont faire mouche. Elle était présente à cette soirée-là et on vous a montré les ennemis de la presse, en tout cas ceux qui dénoncent toujours la presse comme étant un contre-pouvoir extrêmement dangereux, Stephen Miller, Cathy Miller, Scavino, RFK Jr., et toutes ces personnes qui sont dans cette salle, en commençant par leur patron Donald Trump, et regardez cette séquence volée où, loin des caméras, en pensant qu'évidemment elle n'est pas filmée, on va boire un coup et plaisanter avec ces gens-là. Vas-y Thomas. Voilà, je sais, et parce qu'elle dit I know. C'est en train de rire avec Stephen Miller. Exactement. Je vais vous montrer une deuxième séquence. Et après, je vais vous expliquer pourquoi ces séquences, pour moi, sont plus importantes que des extraits
du discours de Donald Trump. Je vais vous montrer cette séquence. Thomas, tu vas couper le son avec Jackie Henrick. Jackie Henrick, c'est qui? C'est la correspondante, une bonne journaliste de Fox News. On pourrait faire d'ailleurs une évolution photographique sur son look. Et je respecte les choix de chacun, c'est pas ce que je veux dire, pour voir comment, au cours des années, elle a adopté le fameux look Mar-a-Lago. Le fameux look Mar-a-Lago. Et Jackie Henrick, donc correspondante à Fox News, mariée avec un élu républicain, et à côté de Donald Trump, parce que c'est elle qui va devenir la nouvelle présidente de l'association des journalistes de Washington, censée défendre le premier amendement de la Constitution. Et donc, regardez ce moment-là, et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tout au long de la soirée, Donald Trump va l'insulter en permanence. Mais on va rire des insultes de Donald Trump. Et donc, regardez ce moment-là, au moment des hymnes, et regardez les regards. Elle regarde du mauvais côté, parce que le drapeau est de l'autre, des regards qu'elle porte tout au long de cette soirée à Donald Trump. C'est elle qui va être garante de la liberté de la presse au sein de cette association. Donc, on a des journalistes qui rient, on a des journalistes complices, et c'est là qu'on est vraiment, pour moi, au cœur du problème, et on est dans la trahison de ces médias, dans la trahison des médias. Cet événement, ce dîner annuel, est né dans une tradition de montrer que, une fois par an, non pas on s'unissait, contrairement à ce que Donald Trump avait tenté de dire, voilà, on va montrer qu'une fois par an on est unis. Non, c'est pas de ça l'idée. L'idée, c'était de dire, regardez, on se retrouve dans une situation où la liberté de la presse est telle aux États-Unis qu'on a le droit de se moquer du président des États-Unis publiquement dans sa face. C'est ça l'origine de la chose. Et c'est pour ça que jusqu'à cette année, la tradition était d'inviter un humoriste qui roast, se moquait du président des États-Unis, et le président rigolait, prenait les blagues. Ce que Donald Trump n'a jamais voulu faire. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent, il avait boycotté cette cérémonie. La deuxième étape, c'était le président qui se moquait des journalistes de manière plus ou moins humoristique, et tout ça était là pour démontrer que, regardez, ça se passe bien. On est tellement dans un pays où on a la liberté d'expression, on peut se moquer du roi, on peut se moquer du président. Donald Trump a accepté de venir cette année à ce repas de White House, de l'association des correspondants de la Maison-Blanche, sous certaines conditions. Et que ces conditions aient été acceptées et qu'elles n'aient pas été rappelées par les organisateurs de ce dîner, c'est aussi un échec. Il a accepté de venir à condition qu'il n'y ait pas d'humoriste pour se moquer de lui. Donc, c'était le premier point où cette histoire de liberté de la presse et la raison même de ce dîner n'existait plus. Il a été remplacé, l'humoriste habituel, chaque année c'est quelqu'un de différent qui fait ce genre de choses, a été remplacé par un spectacle de mentaliste qui d'ailleurs a encore plus bombe, c'est le cas de le dire, il n'avait pas vu venir bizarrement ce mentaliste qu'il allait faire le plus gros échec de sa carrière, mais en tout cas c'est une réalité, personne ne réagissait. À un moment il s'est posé la question, il aurait dû avoir la réponse encore une fois, de dire mais est-ce qu'il y a des gens vivants dans cette salle ? Mais quoi qu'il en soit... Pourtant, c'est sa deuxième fois. La première fois, il n'a pas vu venir le shooter non plus. Non, exactement. Donc, peut-être qu'il devrait revoir un peu ses stratégies. Exactement. Mais quoi qu'il en soit, les règles avaient changé.
au-delà de ces scènes de complicité, que je suis persuadé, ne soyons pas naïfs non plus, que s'il y avait eu un président démocrate, on aurait eu les mêmes scènes de complicité, comme vous avez les mêmes scènes de complicité que vous ayez un Premier ministre ou un président de la République de gauche, de droite, du centre. Vous aurez eu les mêmes scènes. Mais moi, ce qui me gêne le plus profondément, et c'est pour moi l'échec numéro 1, et c'est la preuve absolue de cette trahison des médias, c'est que comment vous pouvez faire passer le message aux électeurs américains que Donald Trump est un danger absolu. Il est un danger pour la démocratie américaine, il est un danger pour nos libertés et il est un danger pour les journalistes. Comment vous pouvez faire passer cette idée-là et se dire, ouais, il est tellement dangereux que vous savez quoi ? On va passer une soirée à ses côtés, à rire plus ou moins à ses blagues et également à écouter sans broncher ses attaques contre la presse. Il y a un moment, il y a plein de moments qui sont intéressants dans son discours, mais il y a un moment qui illustre ça, où même Donald Trump, d'une certaine manière, a été surpris. On a beaucoup parlé de ses attaques contre Kaitlan Collins, un journaliste de CNN à qui il reproche de ne pas sourire et qu'il a comparé à une artiste trans à un moment. De quoi ? Dylan Mulvaney. Exactement, je pense qu'on a une illustration à un moment ou à un autre, je ne sais pas, ou peut-être je l'ai enlevé, c'est pas très grave. Mais je vais vous parler de ce moment où Donald Trump, parce que ça a moins fait d'actualité, parce qu'il est moins connu, va s'attaquer à Josh Doshie. Josh Doshie, c'est qui ? C'est un des meilleurs journalistes d'enquête aux États-Unis. Un des meilleurs journalistes d'enquête. C'est un ancien du Washington Post qui, lorsque Bezos, ces derniers mois, a repris la main, a préféré rejoindre le Wall Street Journal. Vous imaginez la situation, vous êtes au Washington Post en vous disant c'est terrible, je préfère aller travailler au Wall Street Journal qui appartient au même propriétaire de Fox News, mais où j'aurai plus de liberté à travailler. Non, c'est choisir encore la colère à la face. Murdoch ou Bezos ? Exactement. Mais en tout cas, c'est ce qu'a fait Josh Doshie. Je ne sais pas si on a des informations sur lui. Non, je pense que... en tout cas, le voilà. Donc, c'est quelqu'un, Thomas peut vous montrer des photos pour illustrer, c'est quelqu'un qui a multiplié les scoops. J'avais un article que j'ai dû oublier qui le décrit comme une machine à... oui, justement, une machine, donc ça, c'est sa bio au Wall Street Journal, une machine à sortir des scoops. C'est le Chief Political Correspondent pour le Wall Street Journal. Alors, on a cet article, regardez, qui date de 2024. C'est The Scoop Machine. The Scoop Machine. Et Donald Trump le considère comme un ennemi parce que sa spécialité, c'est de sortir des scoops sur Donald Trump. Et à un moment, Donald Trump va parler, on va l'entendre, de Josh Doshie en disant « Waouh, c'est un gars, il est obsédé à mon côté. C'est le journaliste aux États-Unis qui fait le plus d'articles sur moi. » Vous savez, c'est la manière dont Donald Trump exagère surtout. Mais il commence en disant « Il me voit, il vient me serrer la main et me tomber dans les bras. » On va écouter Donald Trump. Commercial. And then you have writer Josh Dorsey. He also received, he's been killing me for years. No, and yet tonight he shakes my hand, he hugs me, everything nice. He kills me. Josh is amazing. He writes more stories than any human being. There's nobody that writes more than Josh. He'll write 4 stories about me a day, all different subjects.
I mean, I had the other day 3 stories, and one on the. He was upset about this. One was on page 7, 3 were on page 1. They were all written by Josh, but he's hit the big time, and he's a workhorse, and yet he's almost unhirable. You know, he's just one of these guys. Wall Street Journal's lucky to have him. C'est pas un accident si Donald Trump débute cette partie en mettant en avant ce contraste. C'est le gars qui écrit le plus sur moi, qui enquête le plus sur moi, mais quand il me voit, il vient me donner la main. Il vient me serrer la main. Il vient me prendre dans la main. Il était même étonné. Hein, ouais. On a vu son langage là. Alors, je ne sais pas si j'arrive, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important pour moi, à être parfaitement clair sur ce que je veux vous dire à ce moment-là. Mais c'est quoi la perception ? C'est quoi la perception ? Lorsque vous avez un journaliste d'enquête dont le sujet principal est Donald Trump, qui va vous raconter article après article la corruption morale financière de Donald Trump, mais qui, lors d'une soirée, va avoir cette relation amicale. Comment vos mots, comment vos articles, du coup, sont perçus lorsque vous dites article après article comment Donald Trump est un danger, mais lorsque vous avez l'opportunité, non pas de lui dire, on ne peut pas demander ce courage-là à Josh Doshey, il peut le faire. D'ailleurs, pendant très longtemps, sa photo de profil, il a vite enlevé, regardez, c'était quoi ? Donc, bon, c'était pendant le premier mandat de Donald Trump. Comment vous pouvez dire au public, non, croyez-moi, le gars, c'est un monstre, il est extrêmement dangereux, il va envoyer les journalistes en prison. Si vous pensez différemment que lui, si vous êtes un de ses ennemis perçus, il va vous poursuivre. Mais vous savez quoi ? À la première occasion, je vais aller boire un coup avec lui. Je vais lui serrer la main, je vais le prendre dans les bras. C'est un échec des médias, c'est une trahison des médias. Parce que du coup, tout le travail que les médias indépendants font, tout ce travail, il ne peut pas avoir le même impact. Parce que du coup, on ne croit pas. On ne croit pas au danger. Non, mais vous croyez vraiment que si Donald Trump était vraiment ce monstre, ces gens qui témoignent de ses actes iraient passer la soirée avec lui ? Donc ça, c'est ma première raison de coup de colère. C'est pour ça que je ne voulais pas traiter de ce sujet immédiatement. Le deuxième, il est par rapport à ces médias-là. Parce que, évidemment, je suis conscient de la difficulté d'un journaliste dont la carrière, dont le salaire, dont l'avenir des enfants, de leurs enfants, est lié à leur travail. Et on peut difficilement demander à un journaliste qui se retrouve sur le spot, dans un moment comme ça, de refuser de serrer la main de Donald Trump. Et vous savez quoi ? C'est pour ça que les associations de journalistes elles existent. C'est pour ça que les rédactions sont là. Le travail d'une rédaction est de toujours protéger, faire ce bouclier de protéger un journaliste. Et donc, si le journaliste ne peut pas, en son nom propre, marquer cette opposition parce que les risques qu'il encourt, risques professionnels, risques personnels, sont trop importants, c'est à sa rédaction ou à son association qui le représente. Mais bon, l'association, on a vu, on est plus intéressé par la proximité et l'accès avec Donald Trump. On est plus intéressé par se vanter ensuite sur les réseaux sociaux quand on a le numéro de téléphone de Donald Trump. Mais c'était au travail des rédactions de venir protéger les journalistes en disant non, on boycotte cette soirée parce qu'en permanence, Donald Trump s'attaque à notre profession, s'attaque à nos titres en les poursuivant devant les tribunaux. Et l'exemple de ce moment le plus fort, c'est lorsque les journalistes du Wall Street Journal qui ont sorti, on s'en souvient, dans le cadre de l'affaire Epstein,
qui ont sorti le scoop du birthday book, hein, avec cette carte dessinée et signée par Donald Trump, sont venus sur scène pour recevoir le prix du meilleur travail d'enquête de l'année. Donald Trump est là. On va voir d'ailleurs les réactions de Donald Trump lorsque il y a ce moment. Alors, le premier niveau d'interprétation, c'est de se dire « Waouh! Waouh !» Donald Trump est obligé d'être assis là, et vous allez voir, on a 2 vidéos à ce sujet, avec à sa droite Caroline Leavitt. Il est obligé d'être assis là pendant qu'on récompense des gens qui ont mis l'affaire Epstein, et c'est ce que va dire Wolf Blitzer qui est en train de parler, ont mis l'affaire Epstein en avant. On va regarder cette séquence. That commercial. And then you have The Journal's courageous reporting on President Trump's past relationship with financier Jeffrey Epstein triggered the release of the so-called Epstein files, thousands of documents that might otherwise have remained hidden from the public. And despite the president's threat of a lawsuit, the Journal published a story about a provocative letter to Epstein bearing President Trump's signature. Trump quickly filed a $20 billion lawsuit against the Journal, revealing reporter Khadija Safdar's home address. Her family had to be relocated. The Journal was kicked off of Air Force One, but the reporters continue to file revelatory stories. Please welcome the winners of the Katharine Graham Award from the Wall Street Journal. Khadija Safdar, Sadie Gurman, Annie Linsky, Josh Dawsey again, Alex Leary, Rebecca Ballhaus, and Ryan Barber. Their colleague, Joe Palazzolo, could not attend tonight. Donc au premier niveau, quand on voit ces images, on peut se dire « Waouh !» Donald Trump vient d'être humilié. Ça a été la réaction de tout le monde à peu près sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas été la mienne. Et plus j'aurai ces images, ce n'est pas la mienne. Je suis désolé. En disant « Waouh, regardez, il a été humilié. Il est obligé. » Et d'ailleurs, regardez, son premier réflexe, c'est de se tourner vers Caroline Leavitt, qui est venue remplacer Melania, qui a refusé de venir au repas, alors qu'elle avait été là lors du premier qui s'est terminé, comme on le sait. Et donc, regardez, il est humilié, il est obligé d'entendre du fait qu'on parle de son amitié et de revenir là-dessus. Non, moi, c'est pas ça ce que je vois, c'est pas ça ce que j'entends. Ce que j'entends, c'est que, Wolf Blitzer, et Thomas va nous mettre le moment suivant, il va nous mettre pendant que je suis en train de parler, ce montage où on va voir les journalistes qui vont venir récupérer leur prix. Donc voilà, je ne cautionne pas le titre, encore une fois, je ne pense pas que ce soit une humiliation, je pense que ce moment, c'est une victoire absolue pour Donald Trump et c'est une humiliation pour les journalistes et c'est une trahison pour le public. Donc, très rapidement, Wolf Blitzer rappelle des faits extrêmement importants. C'est que Donald Trump poursuit toujours à l'heure actuelle le Wall Street Journal pour 10 milliards de dollars. 20. C'est une manière... Pardon ? 20 milliards de dollars. C'est une manière de faire de l'intimidation que la plainte de Donald Trump, c'est non seulement le Wall Street Journal, c'est sa rédactrice en chef, mais c'est aussi les journalistes qui sont à l'origine de ce scoop, donc qui doivent vivre avec cette pression d'une poursuite entamée par le président des États-Unis. Il y a ce rappel, comme si rien n'était, et qui est extrêmement grave, qui est une stratégie mafieuse reprise par les avocats de Donald Trump, c'est que lorsque on dépose la plainte de manière accidentelle, et je mets des guillemets qui sont vraiment importants, donc de manière accidentelle, on met l'adresse des plaignants, des personnes qui sont poursuivies, on met leur adresse personnelle sans la cacher. C'est-à-dire que lorsque la plainte par Donald Trump a été déposée,
il y avait les adresses personnelles des journalistes qui enquêtaient sur lui. Et ce partage public de l'adresse personnelle qui était « Oups, on a fait une erreur » a engendré un tel niveau de menace sur ces personnes et leurs familles qu'ils ont été obligés de déménager. Ils ont été obligés de quitter leur domicile. Ils ont été obligés de quitter leur domicile. Encore une fois, ce n'est pas un accident. Et donc, l'humiliation, c'est qui ? C'est Donald Trump qui rigole lorsqu'on dit ces faits-là, ou est-ce que c'est l'humiliation, ce sont les journalistes, je pense qu'on les a après dans cette séquence, qui vont être obligés de monter sur scène et serrer la main à Donald Trump. Et donc, on voit que la première journaliste qui lui serre à peine la main, c'est elle qui a été obligée, pour protéger sa famille, de déménager. Et on voit que Trump s'en amuse. Alors, je vous ai montré cette séquence en introduction pour vous dire, pour moi, c'est l'exemple parfait de comment les associations et les rédactions n'ont pas fait leur travail. Le Wall Street Journal savait que Donald Trump allait être là, savait que ce n'est pas une surprise où on offre une enveloppe et on ne sait pas à la dernière minute qui va gagner le prix. C'était prévu que le prix soit donné à ces journalistes-là. Ce n'était pas aux journalistes de dire non, on ne va pas venir. D'ailleurs, vous avez vu le dernier que l'on voit, c'est Josh Doshie qui, avec Donald Trump, s'amuse de le voir qu'il est là à venir saluer Donald Trump. C'était aux rédactions de dire non, on ne sera pas là, on ne va pas cautionner votre présence, on ne va pas venir vous serrer la main, vous remercier de votre présence alors que vous nous poursuivez pour 20 milliards de dollars et que vous avez mis nos journalistes en danger et que d'une manière générale, vous attaquez les médias. Et puis, ça ramène sur ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, le fait que du côté du public, c'est de se dire « Ouais, mais regardez, ils ont beau nous raconter que Donald Trump, c'était le meilleur ami de Jeffrey Epstein, que Donald Trump ceci, Donald Trump cela. » Ils passent une soirée ensemble. Ils passent une soirée ensemble. C'est une manière de nous trahir. Et j'ai été heureux de voir que cette perception, alors globalement, elle n'existe pas. On va voir que dans la plupart des réactions de la presse, on a insisté sur l'échec de Donald Trump. Je pense qu'on a Gala Presse, le 1, vas-y Thomas par exemple, pour nous montrer que, regardez, c'était les insultes, le silence et la bombe. Donc c'est l'angle qui a été choisi. Dans aucun article du Washington Post, aucun article du New York Times, j'ai retrouvé ne serait-ce qu'une réflexion sur pourquoi cet événement-là. Qu'est-ce que ça veut dire sur nous, médias? Qu'est-ce que ça veut dire sur la société américaine? Pourquoi Donald Trump a accepté d'être là? Cette réflexion, je l'ai trouvée où? Je l'ai trouvée dans les médias indépendants. Ceux que je soutiens mois après mois. Premier exemple, cet appel au boycott d'une certaine manière du groupe Democracy Docket, qui est Mark Elias, que je soutiens aussi parce qu'il faut défendre la démocratie américaine. Trump boycott 1. Thomas, Trump boycott 1. Trump boycott 1. Oui, non, c'est au-dessus. Vas-y. Voilà. Donc, Mark Elias a fait 2 messages en disant cet événement-là n'aurait pas eu. Donc, Mark Elias, c'est l'avocat qui n'a jamais été battu par Donald Trump dans les tribunaux. C'est lui qui défend, avec son cabinet qui fait désormais plus que ça, qui défend les résultats des élections, qui défend actuellement les États en représentant des associations lorsque ICE demande à récupérer les listes électorales. C'est lui qui fait ça. Democracy Docket, n'hésitez pas à le soutenir. Il a besoin d'un soutien. Je pense qu'on peut le faire depuis l'étranger. Et donc, il dit, voilà,
ce gala n'aurait même pas dû avoir lieu. Hein, le fait que les médias sont là, ils sont en train de détruire le reste de crédibilité parce qu'ils ont un repas qui n'est plus... Alors le but, c'était de dire « Ouais, non, mais vous inquiétez pas, le repas, c'est pour honorer, le premier amendement. » Non, le repas, parce que Trump est là, c'était un repas pour honorer Donald Trump. Ouais. La seule chose dont les médias généralistes ont parlé, la seule chose que vous avez vue sur les réseaux sociaux, c'est pas le petit spot qui a été placé en ouverture d'événements pour expliquer combien c'était important la liberté de la presse. Non, c'est Donald Trump. C'est Donald Trump. Et la conclusion de Mark Elias, c'était de dire, et c'est sûrement pour ça que les médias sont en train d'être bouffés par les médias indépendants et pro-démocratie. Et là, vraiment, je nous considère dans cette catégorie-là. Il a posté un deuxième message sur cette idée de critique des médias. Hein, dire, voilà, c'est pas Trump, c'est en fait les véritables responsables, c'est les journalistes. Trump, on le savait qu'il allait agir comme ça. Au contraire, vous allez le voir, c'est une victoire pour lui. La véritable question, c'était les journalistes. Et donc, il se demande, est-ce qu'il existe une étude qui montre que les médias généralistes ont commencé à chuter lorsque cette promiscuité est devenue plus évidente et que justement, en allant sur des médias indépendants et en soutenant des médias indépendants, on est certain de ne pas avoir cette relation bâtarde entre le pouvoir qui, au quotidien, empêche les journalistes de travailler, au quotidien menace les journalistes, leurs enfants, leurs parents et leurs familles. Et donc, du coup, c'est une autre presse qui est en train d'évoluer. La même chose sur cette idée qu'il fallait boycotter ce gars-là, ouais, c'est celle-là, c'est le co-créateur de Lincoln Project. C'est un républicain. C'est un Never Trump aujourd'hui, mais c'est un républicain qui dit, ben voilà... Wow. Ouais, vas-y, c'est une très bonne idée, j'en ai besoin. C'est super, super fort. Et il dit n'importe quel journaliste, entre guillemets, qui rentre dans ce White House Correspondents' Dinner ce soir ne pourra jamais enlever l'odeur de Trump sur eux, mais encore plus que ça, ils ne pourront jamais se laver les mains de cette tâche de crédibilité. Sur la crédibilité. D'être venu, même juste venu à ça. Et intégrité. Évidemment, quand on parle d'odeur, c'est figuré là. C'est-à-dire, voilà, si vous avez participé à ce genre d'événement, vous êtes un collaborateur. C'est ce qu'il veut dire à travers ça, Steve Schmidt. Et donc, ces critiques, médias indépendants. The Bulwark, pareil, créé par des anciens républicains que je soutiens tous les mois. Vas-y Thomas, je pense que c'est Média, c'est la série Média là, a fait ce formidable article de Jonathan Vilest, JVL, qui explique que Trump avait raison sur les médias, que depuis des années, Donald Trump dit chaque fois qu'il a l'occasion que les médias sont d'une faiblesse absolue et que en les mettant dans la pression, parce qu'ils ont peur de perdre leur accès, parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans une situation compliquée où on aurait dû, par exemple, demander à ces journalistes de boycotter cette remise des prix. Et donc, on aurait parlé de ça, on aurait dit « Waouh, le Wall Street Journal s'oppose à Donald Trump ». Comme on ne veut pas se retrouver dans cette situation-là, on cède. Et c'est quelque chose que Donald Trump, parce que il connaît parfaitement les médias et parce que peut-être Steve Bannon lui avait susurré à l'oreille, dit depuis des années. Et cette phrase, gardez-la en tête, parce qu'elle s'applique aussi d'ailleurs à ce qui se passe avec l'Iran, de dire l'essence du Trumpisme, c'est que l'autre camp, le camp d'en face, va toujours préférer se rendre, va toujours préférer la défaite à sa propre absence de confort.
On ne veut pas se retrouver dans une situation où on se dit, mon Dieu, si je fais quelque chose, Trump va m'attaquer encore plus. Il va utiliser la même phrase, utilisez-la sur le Parti républicain. Il va utiliser les réseaux sociaux, il va utiliser ses supporters pour me mettre dans une situation encore plus inconfortable. Et donc, face au choix du courage ou au choix de la collaboration, on va toujours choisir la collaboration. Et c'est exactement ça ce qui s'est passé. On va passer à travers quelques extraits de ce formidable article en rappelant que Trump ne croit pas au premier amendement. Et donc l'excuse de dire oui, on va avoir Donald Trump, mais vous inquiétez pas, c'est pour une soirée pour commémorer le premier amendement. Hein, vous imaginez... C'est comme si vous étiez une assemblée de moutons et que vous décidiez d'inviter le loup. C'est la même chose. C'est exactement la même chose qui s'est passée. Et donc, de dire que... non, ça, on vient de le voir en expliquant que tout peut être utilisé par ça. Et donc, de dire, voilà, Will me rejoint en disant que pour lui, plus que les journalistes, bon après les journalistes qui étaient présents, il y en a plein qui ne sont pas venus, les journalistes qui étaient présents n'étaient pas obligés après d'aller plaisanter avec Stephen Miller, soyons clairs, hein, donc la limite de la protection en disant c'est pas la faute des journalistes, pour moi elle s'arrête là, mais de dire ok, l'association qui représente les journalistes a mis les journalistes dans cette position-là, les rédactions qui représentent les journalistes qui sont elles-mêmes attaquées par Donald Trump ont mis leurs journalistes dans cette position-là. Je sais que c'est un choix difficile, mais c'est un choix qui est extrêmement important. Et justement, pour conclure sur ce dossier-là, je voudrais qu'on écoute une autre journaliste du Bulwark, parce que à part le Bulwark et à part Stephen Smith et Mark Elias, et peut-être, oui, on va le voir, on doit avoir le titre, peut-être le 11, Thomas, est-ce que c'est un titre de presse qui est encore une fois un journal indépendant, qui est Status, qui est un de ces nouveaux journaux indépendants consacrés uniquement à la politique américaine, qui ne vit que de l'abonnement, regardez le titre. Hein, c'est pas le Donald Trump qui a été humilié, c'est pas Donald Trump dont les blagues n'ont pas fonctionné. Non. Donald Trump qui n'a pas été applaudi par moment, hein, avec un public, on a des photos de ce public qui se prend la tête pendant que Donald Trump parle. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est cette disgrace, cette honte de l'association, cette honte de ce repas-là. Et je vais laisser la parole pour terminer à Sarah Longwell. Sarah Longwell, c'est la créatrice de Bulwark. Bulwark, journal indépendant, vient de dépasser sur Substack le 1 million d'abonnés. Pour vous dire que la fin AIM du public pour de l'information de qualité, de l'information documentée, de l'information indépendante, n'a jamais été aussi importante. Et c'est une raison d'espérer. C'est comme nous, lorsqu'on passe cette barre des 50 000 abonnés, lorsque on s'approche des 1000 pouces, lorsque vous venez nous soutenir ici et sur maintenantmedia.com, ça démontre quoi? Que vous êtes là, plusieurs milliers, émission après émission. C'est que le public est conscient de cette situation et le public n'a jamais été autant demandeur d'une autre information indépendante, de qualité, documentée, qui passe à travers le bruit, qui décrypte ce qui est en train de se passer et qui ne se transforme pas en chambre d'écho, comme sont devenus nos plateaux télé occupés par des toutologues et des experts de pipeau. Non, Thomas, rassure-toi, je ne vais pas donner de nom. Quoi ? Non, je ne vais pas le faire. Et donc,
Sarah Longwell est la co-créatrice, fondatrice de The Bulwark, 1 million d'abonnés, dont moi, depuis de plusieurs années maintenant, depuis la création de The Bulwark. Grâce à vous, merci. Et donc, à l'origine, Sarah Longwell est quelqu'un qui, et elle continue à le faire, qui travaille sur l'opinion américaine via des focus group. Et donc, elle explique que les électeurs américains avec qui elle est en contact en permanence, c'est elle qui, je vous en ai déjà parlé, elle a fait des focus group avec des électeurs de Trump, des électeurs MAGA qui ont voté pour lui 3 fois et qui aujourd'hui sont complètement en désaccord et perdus et n'ont pas envie d'aller voter pour un candidat républicain. Elle explique que cette perception dont je vous parlais tout à l'heure, en disant « Ouais, non, mais on ne croit pas vraiment tout ce qu'on nous dit de mal sur Donald Trump parce que, regardez, c'est des gens, ils ne partent pas en vacances ensemble, mais presque. Ils se marient ensemble. Ils se marient ensemble. Ils se marient ensemble. Ils passent des soirées ensemble. Ils rigolent aux mêmes blagues. Quand ils pensent que les caméras ne les filment plus, ils sont là à plaisanter ensemble. » Et ce décalage, cette réalité, les électeurs l'aperçoivent. Et c'est le véritable danger de ce genre d'événement, le fait que ça vient installer encore plus dans les consciences que finalement, Donald Trump, Stephen Miller et tous ces gens-là ne sont pas aussi dangereux que ce qu'on croit, alors que dans la réalité, ils le sont encore plus. Vas-y Thomas. The Journal's courageous report. We had a White House Correspondents' Dinner. I hate it like at the best of times. I really hate that it exists at the time of, like in the time of Trump. The need to be cozy with the administration when you are supposed to be doing accountability journalism, because all journalism should be accountability journalism, is gross. And it's like especially gross when it's somebody who is behaving like an authoritarian, who relentlessly attacks the media, has no respect for any of the institutions. This is one of those things where when I try to explain to people like you who are really skeptical of the voters, right? You're like mad at them for not understanding how bad Trump is. And one of the reasons they don't understand is because of stuff like this. They're like, well, if he was really doing all of these things that they say, the media wouldn't like go to dinner with him. The noteworthy aspect of this tradition was supposed to be that the president had to sit there and take. Et la preuve de tout ça, la preuve que Donald Trump a gagné, que les journalistes ont perdu, que les médias nous ont trahis, c'est le lendemain. Alors qu'on parlait tous de Donald Trump, ouais, il a bombe, regardez, il s'est endormi, il a fait des blagues qui n'ont pas fonctionné. Si on allait sur le compte de la Maison-Blanche, ben, tout était dit. Regardez, tout était dit. En vous expliquant que c'était Donald Trump qui venait de triompher face au plus grand groupe de personnes qui souffrent du Trump Derangement Syndrome. Ladies and gentlemen, le président Donald J. Trump at the White House Correspondent Dinner. C'est un échec. C'est pas le seul. J'avais prévu, mais on va le réutiliser plus tard, de vous montrer, parce que c'est un sujet qui va continuer, d'autres manières dont les médias continuent à nous trahir, pas uniquement pour les dénoncer, mais pour appeler à votre vigilance parce que ce que nous vivons ici aux États-Unis et que nous passons sous la loupe de Maintenant Média, la loupe de la chute, je vous garantis, ça se passe ailleurs. Ce qui veut dire que, évidemment, vous êtes déjà ici, mais je vous encourage à soutenir dans vos pays, sur vos pays, dans et sur vos pays, les médias qui font ce travail indépendant. Parce que malheureusement, et je le dis avec d'autant plus de peine que c'est un monde que j'ai fréquenté et c'est un monde que je connais,
avec des amis qui sont dans des positions clés à la rédaction en chef de chaînes d'information ou de sites de news, etc., etc. Évidemment, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais ils ont une part de responsabilité, une part, et uniquement une part de responsabilité dans l'échec de nos démocraties. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, les médias indépendants qui font du travail de qualité, du travail documenté, du travail de décryptage, ont besoin de vous, ont besoin de votre aide. C'est la seule manière dont on peut se sortir parce que malheureusement, pour le reste, les médias nous ont trahis. C'était La Chute.